Donc soyez tous les bienvenus. Et le groupe de T1 lecture? Ah, parfait. Excusez-moi, je fais quelques allers-retours en France actuellement et je n'ai pas vraiment tout bien suivi. Donc, en tout cas, soyez tous les bienvenus. Nous sommes très contents de pouvoir partager ces temps de formation. Nous accueillons des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là au plus près de nos préoccupations, et c'est vraiment très très intéressant de savoir ce que dit la recherche de nos préoccupations pour qu'on essaye de les didactiser, pour qu'on essaye de les mettre en place au service non seulement de la réussite académique des enfants, mais bien entendu de leur bien-être. Donc, pour votre information très rapide, nous avons accueilli Gisèle Dehaene sur le vocabulaire, nous avons accueilli Arnaud Viarouche, construction du nom, et nous avons accueilli Stéphanie Mazza sur les questions de sommeil des enfants de 3 à 5 ans. Aujourd'hui, nous accueillons Pascal Claire, qui travaille à l'université de Cergy, Cergy, sur les questions de l'aménagement de l'espace. Et donc, de notre côté à nous, l'aménagement de l'espace est une réelle préoccupation. Et j'ai lu quelque part, Monsieur Claire, et je regrette de ne pas avoir noté la référence, que l'aménagement de l'espace, que l'espace représentait le 3e éducateur auprès des enfants. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Si jamais vous avez la référence, je la prendrai avec bonheur. Je pense vraiment, enfin nous sommes tous convaincus que l'espace a vraiment un rôle à jouer, non seulement dans le bien-être, dans l'accueil de nos élèves, dans les bonnes conditions pour nos élèves, mais bien entendu aussi pour leur réussite académique. Donc, merci beaucoup, Monsieur Claire, de partager avec nous. Je sais que l'école maternelle, c'était pas tout à fait votre tasse de thé au départ, on va le dire comme ça, mais que pour nous, vous allez travailler sur cette question-là et je vous remercie encore plus. Je vais très vite passer le micro à Delphine parce que pour le Cap maternel, vous le savez, après la Guyane, je suis cette semaine à Poitiers, donc normalement je ne suis pas là, mais voilà. Bon, bref, j'ai pas fait grand-chose pour préparer cette journée. C'est vraiment Delphine qui a préparé avec l'école des métiers et puis avec Juliette et Nathalie. Donc je vais la laisser vous présenter l'après-midi, l'organisation de l'après-midi. Merci. J'en profite pour les quelques-uns dans la salle qui ne la connaîtraient pas déjà. C'est donc Isabelle Bouvier qui vient de s'exprimer auprès de vous et qui est donc copilote avec moi-même du projet Cap maternel. Donc moi, je m'appelle Delphine Hamel. Je suis rattachée donc à la direction des affaires scolaires et donc je représente aussi dans le pilotage de ce projet l'ensemble des agents de la ville qui sont là aujourd'hui avec nous. Moi aussi, je suis très contente de vous voir si nombreux aujourd'hui. Une petite précision sur la façon dont ça va se dérouler. Pour une fois, donc c'est la 4e conférence, tu l'as rappelé. Pour une fois, on a un espace qui nous permet de se réunir en atelier. Dans Cap maternel, une de nos ambitions, c'est aussi qu'on ait des échanges entre écoles, entre nous. Et là, ils vont être encore élargis par nos invités d'aujourd'hui, du coup, ce qui peut être tout à fait intéressant. Donc, on va avoir 3 temps dans cet après-midi. On va avoir un premier temps, du coup, avec vous, M. Claire, que je remercie aussi également beaucoup, un temps de conférence, dans lequel vous pourrez aussi poser des questions. Puis, on aura un temps d'atelier où on va se réunir autour des tables qui sont installées au fond. Normalement, on a dû vous remettre des petits coupons qui vous permettent de vous diriger vers des tables numérotées. Et ce qui nous assure que les groupes seront représentatifs à la fois des enseignants, des animateurs et animatrices et des ASEM, et qu'on aura des groupes mixtes, évidemment. Bien sûr, j'inclus directeur, directrice d'école et élèves, c'est sous-entendu. Et donc, lors de ces ateliers, l'objectif, c'est de s'approprier un peu ce qui nous aurait été dit là tout de suite, de pouvoir s'approprier ça, se présenter et commencer à envisager ce qu'on peut en faire un peu concrètement dans nos écoles, dans nos espaces à nous, dans chaque école. Puis on se retrouvera en plénière. Il faut qu'on soit revenu à 16h15. Je ne sais plus l'heure des départ en atelier, mais je suis sûre que quelqu'un sait dans la salle. Il faudra qu'on soit revenu en plénière à 16h15 pour qu'on puisse avoir encore d'autres échanges avec M. Claire si lors des ateliers on a des questions supplémentaires ou des choses qu'on veut aborder avec lui. Et pour entendre du coup 3 collègues qui vont nous présenter des ressources précises, concrètes, auxquelles vous pouvez avoir recours quand vous êtes en train de travailler sur cette question de l'aménagement des espaces et sur espace et apprentissage.
Donc on aura 2 collègues de la DASPO et une collègue de la direction des familles et de la petite enfance qui vont vous présenter des outils qui sont à votre disposition. Et je dis ça aussi pour les enseignants, bien sûr, même si pour l'instant on a un peu travaillé chacun dans nos institutions, mais l'objectif de Cap Maternelle, c'est justement de partager un certain nombre de choses. Je ne serai pas plus long, je vous laisse commencer, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez suffisamment là? Je vais rester debout pour l'instant. On parlera du corps tout à l'heure, mais mon corps est resté assis toute la matinée. Là, j'ai besoin, depuis c'est peut-être mieux pour vous de voir un peu. Donc je vais rester debout pour l'instant. Je pense que la référence à laquelle vous faisiez allusion, c'est The Third Teacher. Je ne pense pas que le texte ait été traduit en français. Peut-être qu'il a été repris en français ensuite. Donc l'espace serait le 3e enseignant. Il faudrait que je regarde précisément. Alors, je me présente très rapidement. Je pourrais dire une seule chose, finalement, ça suffirait presque. Je suis un géographe qui travaille dans un laboratoire de sciences de l'éducation, ce qui n'est pas si fréquent, hein, nous ne sommes pas très nombreux dans ce cas-là. Et c'est en fait la possibilité pour moi d'associer les 2 centres d'intérêt qui sont les questions liées à l'enseignement, à la pédagogie, et les questions spatiales, donc vues d'un point de vue de géographe, et d'un point de vue de géographe qui fait ce qu'on appelle de la micro-géographie, c'est-à-dire que, contrairement à certains de mes collègues qui travaillent sur le monde entier, moi je travaille sur des toutes petites choses. Ça peut être une salle de classe, ça peut être un point dans une salle de classe, et ça peut même être l'un ou l'une d'entre nous assis sur une chaise, la manière dont on pose notre corps dans l'espace. Donc micro-géographie, c'est pas vraiment un champ constitué de la discipline, parce qu'on a finalement chacun nos objets. J'ai des collègues qui travaillent sur la plage, de l'espace géographique, d'autres qui travaillent sur le lit, l'espace géographique, hein, ça parle à tout le monde, ça, parce qu'on dort généralement dans un lit, et il y a des territoires dans les lits, surtout quand on partage avec quelqu'un d'autre. Donc tout ça, ça relève de ces approches de micro-géographie. Mais bon, entre les collègues qui travaillent sur le lit, sur la plage, les collègues qui travaillent sur la salle de classe, et moi qui travaille un peu plus largement sur les espaces scolaires, finalement on a peu de communication, peu d'échanges, alors que nos travaux ont 2 points communs sur lesquels je vais revenir, c'est l'importance des objets et l'importance des corps. Voilà. Donc, oui, là, il y a les logos de mon labo, hein, donc, le laboratoire EMA, École Mutation Apprentissage. Il y a un projet de recherche qui s'appelle Après avec l'UP, Apprentissage et Espace. Hein, c'est un collectif que je coordonne jusqu'à maintenant. Alors, mon titre peut vous paraître, enfin moi me paraît un peu présomptueux finalement, mais j'ai décidé de le laisser, de le garder quand même, parce que ça va me permettre de dire des choses en introduction. D'abord parce que réinventer les espaces d'apprentissage, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi je peux dire des choses par rapport à ce que je connais, je peux apporter quelques éléments, mais un point qui me paraît extrêmement important, c'est que ce soit les acteurs qui s'emparent de cela. Et quand je dis les acteurs, ce sont les enseignants, mais c'est aussi tout le personnel qui va graviter autour des écoles, hein, que ce soit du personnel qui s'occupe de l'entretien ou des personnels de direction, enfin à tous les niveaux, de la maternelle jusqu'à l'université, puisque dans notre groupe de recherche on travaille sur tous ces niveaux-là, même si je ne suis pas vraiment spécialiste de la maternelle. Donc tous les acteurs, et quand je dis tous les acteurs, j'élargirai encore aux enfants, aux élèves, enfants ou adolescents, et aux parents. Et je crois que quand on veut réfléchir à des réaménagements d'espaces scolaires, c'est vraiment tous ces acteurs qu'il faut prendre en compte, enfin plus que les prendre en compte, c'est-à-dire avoir vraiment des démarches, c'est mon point de vue, hein, des démarches collaboratives pour essayer de faire avancer les choses. La deuxième raison, c'est que finalement c'est un peu paradoxal et
je pourrais ne pas être très à l'aise de venir parler d'espace à des enseignants qui, pour une grande partie, si j'ai bien compris, sont concernés par l'école maternelle. Parce que je crois que l'école maternelle, et c'est intéressant en soi, c'est le seul niveau de l'enseignement en France pour lequel on a eu une pensée des espaces d'apprentissage. Et je crois que c'est important parce qu'on se rend compte qu'au fil de la scolarité, de la maternelle à l'élémentaire, puis au collège, puis au lycée, et encore plus à l'université, on voit que la préoccupation relative aux enjeux spatiaux et relative au corps des individus qui apprennent, eh bien, elle s'efface. Et que de plus en plus, quand on avance, le fait d'avoir des espaces qui sont totalement inadaptés et de ne plus prendre du tout en compte le corps, c'est quelque chose qui va se développer. Donc, c'est un peu paradoxal finalement de venir parler d'espace à un public qui s'intéresse à l'école maternelle parce que on a pensé cela depuis très longtemps et on pourrait, et je vais le faire tout de suite, citer par exemple Pauline Kergomar, une des pionnières de l'école maternelle française, qui en 1887 écrivait qu'il fallait prévoir dans les classes maternelles, je cite, des tables ovales pour 8 enfants favorables aux activités individuelles ou en petits groupes, en distinguant des modèles pour les petits et pour les grands. Donc la réflexion, elle a plus d'un siècle. Hein. Et je me souviens à une époque où je ne travaillais pas encore vraiment sur ces questions, avoir été interpellé par les travaux d'Alain Legendre, hein, qui est chercheur en psychologie environnementale, et qui avait beaucoup travaillé sur des classes maternelles, donc avec des systèmes de caméras pour voir comment est-ce que les enfants se déplaçaient dans l'espace, comment est-ce que les enseignants réagissaient, et qui avait mis en évidence, premièrement, qu'il y avait une véritable préoccupation pour les espaces, et deuxièmement, qu'il y avait un besoin qui était un petit peu ambigu, non, je ne devrais pas dire ambigu, mais un besoin un peu paradoxal de la part des enfants, c'était d'avoir à la fois des espaces cloisonnés et des espaces décloisonnés. Cloisonnés pour être tranquille. L'école est un lieu sans intimité, et ça c'est vraiment une question qui m'intéresse depuis longtemps. Et qu'est-ce que ça fait que de ne pas avoir d'intimité de 8h du matin à 17h, à tous les niveaux, hein. Donc l'école est un lieu sans intimité, et donc le cloisonnement, c'est quelque chose qui était recherché, et en même temps le décloisonnement, parce que la présence adulte, l'étayage de l'adulte, c'était quelque chose de rassurant. Donc, à ce moment-là, je le répète, je ne travaillais pas sur ces questions, mais ça m'avait interrogé, et surtout ce qui m'avait intéressé, c'était de voir qu'il y avait des interrogations, qui avaient une dimension très spatiale, relativement à ces sujets. Alors, je vais peut-être tomber un petit peu à côté de vos préoccupations à certains moments de mon intervention, justement parce que, je le répète, l'école maternelle et les enjeux spatiaux, c'est quelque chose qui fonctionne depuis longtemps. Je vais commencer par quelques petits détours, en tout cas pour cadrer un petit peu mon sujet. D'abord sur la relation entre pédagogie au sens le plus large du terme, j'aurais peut-être dû écrire relation pédagogique, tout ce qui va concerner les apprentissages, l'enseignement, mais aussi la relation sociale entre des élèves, et aussi entre un adulte et des élèves. Donc pédagogie ou relation pédagogique et espace scolaire. Quelle relation entre les deux? Je vais m'éloigner considérablement de l'école. Alors j'aurais pu prendre ce lieu parce que je l'ai observé un petit peu tout à l'heure en arrivant, et c'est assez génial, mais c'était prendre un gros risque, parce que je ne le connais pas, je ne connais pas son histoire, mais on va faire beaucoup de liens avec ce que je vais dire maintenant. Je prends un exemple qui est le palais de la Porte Dorée, hein, donc aujourd'hui le musée national de l'histoire de l'immigration. C'est un palais qui est construit en 1931. 1931, c'est l'acmé du moment colonial en France. Il y a une adhésion à la colonisation qui est totale. Et donc ce palais, on s'est beaucoup interrogé au moment de la rénovation, hein, puisqu'il a été fermé, puis rouvert comme musée de l'immigration à partir de 2007. Et il y a eu beaucoup d'interrogations, par exemple sur certaines fresques. J'ai mis un tout petit extrait ici, hein, je ne sais pas si on le
le voit très bien, mais des fresques qui disent la violence de la domination coloniale. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça renvoie à toutes les réflexions aussi sur ce qu'on appelle la cancel culture. C'est pas vraiment traduisible en français, à mon sens. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a eu des débats, des discussions autour de cela. Moi, ce qui m'intéresse, et ce pourquoi je mobilise cette image, c'est simplement que ce palais, comme le lieu dans lequel nous sommes ici, comme beaucoup d'écoles, toutes les écoles, devrais-je dire, nous dit quelque chose d'un moment de l'histoire, nous dit quelque chose des valeurs d'une période, nous dit quelque chose d'une culture, et donc on peut faire un lien très étroit entre le social et le spatial. Si je transpose un tout petit peu vers ce qui nous intéresse, on peut faire un lien très étroit entre la relation pédagogique et les espaces de la relation pédagogique. Le problème, et je l'illustre de nouveau avec ça, c'est que nous sommes en 2024 et ce palais a été construit en 1931. On a des écoles qui ont été construites en 1931, et même bien avant, dans lesquelles on enseigne en 2024. Et ça, pour moi, c'est vraiment une question essentielle, c'est-à-dire qu'il y a une inertie spatiale très forte du bâtiment. On ne va pas détruire le palais de la Porte Dorée. D'abord parce que ça a un intérêt historique, mais aussi parce que ça tient debout, c'est solide. On ne va pas détruire le lieu dans lequel nous sommes là. On ne va pas détruire des écoles construites à la fin du XIXe siècle et qui sont solidement bâties. Mais il n'empêche qu'il peut y avoir des décalages qui s'instaurent. Je vais essayer juste d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion, mais toujours sur la même question, à partir d'un bouquin qui s'appelle Philosophie de l'architecture, d'un philosophe de l'architecture allemand, le Georg Schwarte, traduit récemment en français. Et j'ai essayé, avec le petit schéma qui est à droite, de transposer un petit peu la réflexion de Schwarte aux questions scolaires. Quelle relation peut-on faire entre la politique éducative, la pédagogie, le projet de société, les valeurs, la conception de l'enfant? J'aurais pu mettre encore d'autres mots. Tout ce qui va relever de la sphère du social et du politique. Et de l'autre côté, l'architecture scolaire, toutes les matérialités qu'on va trouver dans les écoles, des objets, des dispositifs spatiaux, le matériel pédagogique en général, les spatialités, les déplacements des élèves, etc. Si on suit Schwarte, et moi je le suis complètement par rapport à cela, c'est que tout projet de société, toute politique va produire des espaces scolaires. On a produit des écoles, on a produit des universités, on produit des écoles, on produit des universités, des collèges, des lycées, en fonction d'un moment, en fonction de la maîtrise de techniques de construction aussi, mais en fonction d'un moment, c'est ce qui me paraît le plus important. Et en même temps, ce qui est produit va avoir deux effets en quelque sorte. Premièrement, ça va visibiliser, et je vais essayer d'illustrer tout de suite avec la diapo suivante après, ça va visibiliser une manière de concevoir la pédagogie, une manière de concevoir l'enfant, une manière de concevoir les apprentissages, ça va rendre visible, et, alors j'ai mis des guillemets, ça va aussi possibiliser. Le mot possibilisation n'existe pas en français, mais c'est la traduction du mot qu'utilise ce philosophe de l'architecture en allemand, enfin la moins mauvaise traduction, mais c'est un néologisme. Possibiliser, ça veut dire rendre possible. Rendre possible ou rendre impossible. C'est-à-dire que parfois on va arriver dans un espace pour travailler, et puis on va se rendre compte que c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a trop de lumière et qu'on ne voit pas l'écran. Là, ça va pour l'instant. Mais vous voyez, ça va faciliter ou rendre les choses plus compliquées. Ça ne va pas les déterminer. Ce que je veux dire par là, c'est que même de mon point de vue de géographe qui s'intéresse aux espaces, ce qui est important, c'est ce qui est à gauche, c'est pas ce qui est à droite. C'est-à-dire que on peut livrer, et il y a beaucoup d'échecs connus, on peut livrer un magnifique bâtiment à un collectif d'enseignants. Si ce collectif-là n'a pas de pensée, de projet, de vision pour des pratiques pédagogiques, ça ne marchera pas. Ce qui importe,
c'est le projet éducatif, c'est la pédagogie pour lesquels on va essayer d'adapter ou de construire des espaces. C'est-à-dire, ce sur quoi j'insiste, c'est partons toujours de ce qui est à gauche et surtout pas de ce qui est à droite. Je le répète, hein, il y a des échecs retentissants où on va livrer une belle salle à des profs qui ont bien demandé. Ça ne va pas marcher du tout. Enfin, ça peut marcher, hein, si on a un peu de chance, mais normalement ça ne va pas marcher du tout parce que ça n'est pas la conséquence d'une demande ou d'un projet. Alors, je termine ce premier point hein, avec une école primaire de 1891. Donc on a, bon, c'est une école très banale, hein, construite en 1891. Cette école, je la connais bien parce que c'est là, dans cette école, que j'ai fait ma scolarité primaire. À l'époque où j'ai fait ma scolarité primaire, il y avait un grillage au milieu de la cour qui séparait les filles et les garçons. Je suis assez vieux. Bon, alors le grillage aujourd'hui a disparu, mais l'école, elle est toujours là. Et cette espèce de symétrie qu'on voit bien, hein, école de filles, école de garçons, sur le fronton de beaucoup d'écoles parisiennes, on a ça encore, hein, filles, garçons. Donc, c'est pas je dirais que c'est pas le plus grave, hein, ce sont des mots qui sont gravés sur le fronton d'une école, mais en tout cas, on hérite de ce genre de choses aujourd'hui. Et une des questions, c'est comment on fait avec ça. On ne va pas les détruire, elle est solide, hein, je l'ai vue encore très récemment, je pense qu'elle va encore durer. J'espère qu'à un moment donné, cette cour bitumée va être un peu transformée, parce que c'est quand même assez sinistre, mais bon, voilà. Elle est là. Le deuxième point que je voudrais aborder, alors qui va peut-être ne pas complètement vous parler, ne pas complètement parler à celles et ceux d'entre vous qui enseignent en maternelle. Alors je ne dis pas complètement, mais un peu quand même. Ce que j'appelle le système classe, je vais essayer de le présenter, qui est un modèle hyper structurant de toute notre organisation temporelle et spatiale dans les écoles. Temporelle et spatiale, je vais rajouter, et pédagogique. Alors, on peut négocier hein, avec ce modèle, on peut trouver des solutions, on peut le contester, on peut essayer de le démonter, mais premièrement, c'est pas facile et ça demande beaucoup d'énergie aux enseignants. Et deuxièmement, le modèle est tellement intégré, tellement dans notre vision de l'école, qu'on a beaucoup de mal à penser qu'on puisse faire autrement. Alors ce modèle, donc ce que j'appelle le système classe, c'est un modèle fondé sur la forme scolaire. Ça va me permettre de faire un tout petit détour par ce qu'on appelle la forme scolaire. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, si vous avez un peu travaillé en pédagogie. Il y a un auteur qui est sociologue de l'éducation qui s'appelle Guy Vincent, qui est quelqu'un d'important, hein, qui a mis en évidence, donc dans sa thèse, à l'école primaire française, travailler lui sur l'école primaire, mais c'est valable pour le secondaire aussi, l'idée qu'il y avait une forme scolaire. Alors forme, c'est pas seulement la forme au sens matériel du terme, hein, c'est beaucoup plus profond que ça. Et cette forme scolaire, alors ce qui m'intéresse, c'est aussi le titre de sa deuxième contribution, c'est peut-être pas très lisible, l'éducation prisonnière de la forme scolaire. Et je pense en effet que notre système éducatif est prisonnier de cette forme scolaire. Alors qu'est-ce que c'est que la forme scolaire du point de vue de Guy Vincent? Alors j'ai une citation qui est peut-être un petit peu longue, mais je vais essayer de retenir l'essentiel. Premièrement, c'est l'idée que l'école telle que nous la connaissons, ce que Vincent appelle la forme scolaire, et ce que je vais préciser maintenant, ça n'a pas toujours existé. C'est quelque chose qui émerge entre le XVIe et le XIXe siècle, mais c'est surtout quelque chose qui se renforce au XIXe siècle.
Et si je dis que ça n'a pas toujours existé, c'est aussi pour dire que ce que nous avons naturalisé comme une évidence, l'éducation c'est comme ça. L'éducation ça se fait où? À l'école? C'est comme ça? Ben non. Avant ça se faisait autrement, dans d'autres lieux que les écoles. Donc nous on a complètement naturalisé ce truc-là. Ça se fait à l'école et ça se fait dans un modèle, je vais en dire quelques mots après, que je qualifierais de modèle enseignement, et pas de modèle apprentissage. Alors, avec les maternelles, je suis un peu en décalage là-dessus, parce que je pense qu'en maternelle, on a un modèle apprentissage. Mais bref, après, le modèle il va s'effacer au fil de l'enseignement. Donc, on a fait autrement avant, hein, et c'est ce sur quoi insiste Guy Vincent. Il disait, avant, comment ça se passait? Un ancien mode d'apprentissage par oui dire, voir faire et faire avec. Oui dire, voir faire et faire avec. Qu'est-ce que c'est oui dire, voir faire et faire avec? Là, c'est le fils de forgeron qui est à la forge, qui regarde faire son père, qui l'écoute, qui fait avec lui, qui fait tout seul, puis qui devient forgeron. C'est le fils d'agriculteur, paysan, qui fait la même chose. Alors, bien évidemment, on est dans des logiques de reproduction sociale, hein, qui sont un peu terribles d'aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça marche. Et pour les enfants de la bourgeoisie ou de la noblesse, classe aisée, eh bien, on avait un précepteur qui venait à la maison. En fait, avant le XVIe siècle, hein, le fait d'enfermer des enfants à peu près du même âge dans un bâtiment qui s'appelle école, ça n'existe presque pas. C'est complètement marginal. Donc la forme scolaire. La forme scolaire, je vais peut-être prendre quelques éléments de Vincent. D'abord, c'est un modèle de séparation. On sépare les enfants de leurs parents en leur disant, voilà, tu vas dans un lieu qui s'appelle l'école, ça commence à telle heure, ça se termine à telle heure. Et il y a dans cette école des gens qui sont des enseignants et qui vont apprendre un certain nombre de choses. Donc c'est d'abord la séparation des enfants par rapport à la vie adulte. C'est-à-dire que les spécialistes de l'enfance, comme Philippe Ariès, un historien Philippe Ariès qui a fait une histoire de l'enfance, il dit une des caractéristiques de l'enfance jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est que les enfants sont mêlés aux adultes en permanence. Il n'y a pas de ces séparations qu'on instaure aujourd'hui et qui ont tendance à se renforcer. Il existe aujourd'hui, j'ai vu ça il y a quelque temps, des avions interdits aux enfants. Pour être tranquille, oui, parce qu'un enfant qui crie dans un avion. Bon, donc, vous voyez, on durcit les choses de plus en plus. Et Ariès disait, les gens sont, adultes et enfants sont mélangés. Donc la forme scolaire, c'est d'abord la séparation des lieux affectés et puis une pratique pédagogique, une pratique de la relation pédagogique qui est fondée sur la transmission. Alors je le répète, hein, la transmission en maternelle, ça fonctionne moins. On est plus dans l'apprentissage, dans le faire, qu'ensuite. Mais il n'empêche que c'est quand même ce qui structure notre système éducatif. La transmission. Et cette transmission, elle va accorder une très grande importance à ce que Vincent appelle la forme scripturale, l'écrit. On est dans un monde de l'écrit. Et tout va se jouer ou presque, hein, va se jouer autour de l'écrit. On apprendra à réparer des vélos. Est-ce que c'est l'écrit qui prime? Et pourtant, savoir réparer un vélo, outre le fait de pouvoir s'en sortir quand on a un petit souci, c'est sacrément intéressant. Il y a plein d'apprentissages qui peuvent se faire par celui-là. Mais comme on est dans une culture de l'écrit, c'est un petit peu compliqué. Et cette transmission, pour être économique, elle se fait dans le cadre de ce qu'on appelle l'enseignement simultané. Vous avez peut-être entendu parler un petit peu de ça. Au 19e, on hésite beaucoup entre des modalités différentes, enseignement mutuel, enseignement simultané. L'enseignement simultané, c'est qu'on rassemble des enfants à peu près du même âge dans une salle de classe pour leur enseigner simultanément la même chose. Ce qui est une interrogation en soi, parce que bien sûr que tous ces enfants sont différents. Donc enseigner simultanément la même chose à tous ces enfants, ça veut peut-être dire que, je ne vais pas soulever une grosse question, enfin je la soulève, mais on ne va pas en discuter, une grosse question tout de suite, mais ça veut dire que si tout le monde n'est pas sur la même ligne de départ, et tout le monde n'est pas sur la même ligne de départ, comme on fait la même chose avec tout le monde
monde risque de ne pas être sur la même ligne d'arrivée. Il y a des réponses à cela, mais je ne vais pas discuter de cela maintenant. Alors le problème, c'est que je vois la même chose que vous, je mets tout le diapo sous les yeux. Alors, pour mettre en œuvre ce programme de la forme scolaire, on a inventé ce que l'on appelle, ce que j'appelle, pardon, le système classe. Le système classe, hein, pour moi, c'est un ensemble de 4 éléments. La salle de classe, le groupe classe, le temps de classe et le faire classe. Donc, du temps, de l'espace, du social et une activité, une discipline scolaire. Donc, vous voyez, pour la maternelle, il y a deux éléments qui fonctionnent vraiment, qui fonctionnent, oui, assez largement. C'est la salle de classe et le groupe classe. Peut-être qu'au niveau du temps, le temps est organisé un petit peu différemment. Et puis le faire classe, c'est sans doute ce qui fonctionne le moins. Mais dès qu'on arrive à l'école élémentaire, les 4 éléments fonctionnent et fonctionnent ensemble. Et pour moi, c'est vraiment une clé parce que c'est cette espèce de verrou qui fait qu'on a du mal à faire bouger les choses dans notre système éducatif. Parce que quand on touche à un des 4 éléments, finalement, on est souvent amené à toucher aux autres. Ce système classe, il est fondé sur un modèle, je vais résumer comme ça, que j'appelle un modèle enseignement. Donc une personne pour un groupe avec une logique de transmission, donc modèle économique, parce qu'on va pouvoir rassembler beaucoup d'enfants dans une classe, et modèle transmissif. Donc j'insiste là-dessus. Outre la transmission, il y a une deuxième dimension qui est importante dans le modèle enseignement, c'est qu'on s'adresse à un collectif. On ne s'adresse pas à des individus, on s'adresse à un collectif. Et la logique d'un autre modèle qui pourrait être le modèle apprentissage, celui sans doute que vous mettez en œuvre dans les classes maternelles, c'est un modèle qui n'est pas un modèle de transmission et qui prend en compte un peu plus largement des individus, mais peut-être pas encore suffisamment, me semble-t-il. Le dernier point, et je vais passer très vite là-dessus, le dernier point de cette partie, c'est l'emploi de l'espace-temps. Vous savez ce qu'on appelle l'emploi du temps au collège ou au lycée. En réalité, ça n'est pas un emploi du temps, c'est un emploi de l'espace-temps. Alors, c'est quelque chose de tout à fait intéressant, l'emploi de l'espace-temps, parce que ça participe, et là je renverrai aux travaux de Michel Foucault dans Surveiller et punir, ça participe d'un système de surveillance et de contrôle des individus. La forme scolaire, et Guy Vincent l'avait largement mis en évidence, et l'école en général, c'est un lieu de contrôle et de surveillance. Ça fait partie j'allais dire, du projet éducatif. Avec l'emploi de l'espace-temps, on sait en permanence qui est où et pour y faire quoi. Donc, on a des moyens de contrôle des individus. Pas trop que je montre cette image parce que tout le monde se dit « Ah, j'aime beaucoup voir Monsieur Michelet. » Ok. Mais tant pis, elle reste encore quelques instants. Oui, donc ce système de contrôle, système de surveillance, et si on y réfléchit un petit peu, mais je le répète, ça ne concerne pas vraiment le maternel, mais si on y réfléchit un petit peu, quelque chose de très violent. Parce que si on était dans une logique d'apprentissage qui parte des individus, on pourrait tout à fait admettre que le petit Célestin Champion, quand il a terminé, quand il est 14h25 le mardi, s'il est encore dans son travail de français, qu'il a une difficulté, qu'il est encore en train d'écrire un texte, qu'est-ce qu'on lui dit à Célestin Champion? Enfin, c'est la sonnerie qui lui dit, il est 14h25, maintenant tu plies tes affaires de français et tu vas en cours d'histoire géo. Et je
j'ai un point de vue là-dessus, mais je ne suis pas là pour l'exposer, mais c'est quand même comme ça que notre système éducatif fonctionne, parce que c'est un système du collectif fondé sur la tradition. Alors, la maternelle, le peu que je connais de la maternelle, hein, alors est-ce qu'il faut des salles de classe en maternelle? Demain, je fais une conférence en Normandie que j'ai intitulée « La fin des classes ». Là, c'est quelque chose de radical. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le public. Les classes, c'est fini. Je pense que ça ne devrait plus, les salles de classe, hein, ça ne devrait plus exister. Je travaille avec une architecte. Alors, les architectes ne voient pas les choses comme nous. Mais je travaille avec une architecte sur un projet de rénovation d'école en Auvergne, comme primaire. Et elle me dit, un jour, elle me dit, mais c'est quand même bizarre, les classes. Je lui dis, pourquoi c'est bizarre? Elle me dit, parce que, regarde, ici, il y a une classe, là, il y en a une autre, là, il y en a une troisième, là, il y en a une quatrième, là, il y en a une cinquième dans le couloir. Elles sont toutes pareilles. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas une qui est pour faire ça, une qui est pour faire ça, une qui est pour faire ça? En fait, pour les architectes, c'est une espèce d'aberration. Le fait qu'on duplique le même type d'espace. Bon, alors, en réalité, elle n'est pas naïve parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps, elle comprend bien comment ça marche, mais il y a quand même cette réaction. Faut-il des classes en maternelle? En maternelle, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup bougé, la logique des classes, parce que, oui, il y a des classes, mais dans les classes, il y a des coins. Donc là, j'ai un de mes collègues, deux de mes collègues qui participent de recherche, je parlais tout à l'heure, hein, qui montrent des exemples de points en maternelle. Je ne vais absolument rien vous apprendre, parce que vous connaissez tout cela. Mais vous voyez, la contrainte, elle est quand même forte. C'est que c'est dans la salle de classe que vous avez des points. C'est-à-dire c'est dans l'espace de la salle de classe que vous allez différencier des espaces. Pourquoi pas, et je vais tout de suite essayer de l'illustrer. Enfin non, je vais mal l'illustrer parce que la petite vidéo que je voulais vous montrer ne fonctionne pas. Je vais parler d'une image qui devrait être une image animée. Mais pourquoi pas développer cette logique des coins à l'échelle des 4 salles de classe, par exemple. Oui, ça bouscule pas mal de choses. Alors, ça va me permettre d'aborder les choses d'un autre point de vue, c'est-à-dire la logique, passer de la logique enseignée à la logique apprendre, passer de l'enseignement à l'apprentissage. Moi, je ne suis pas spécialiste des sciences de l'éducation, même si je passe mon temps avec les spécialistes des sciences de l'éducation, mais quand il me parle d'enseigner et d'apprendre, ou d'enseignement-apprentissage, vous savez, il y a une expression, enseignement-apprentissage, qui m'a toujours paru assez étrange, parce qu'on fait comme s'il y avait une espèce de continuité entre les deux, alors qu'absolument rien ne le garantit. Pour moi, d'un point de vue de géographe, je vois de la géographie derrière enseignement et derrière apprentissage, parce que je vois des mouvements dans l'espace. Là, on pourrait dire qu'on est dans une logique enseignement, maintenant. Il y a quelque chose qui sort de moi et qui va vers vous. C'est ce qui est en moi. Une logique d'apprentissage, on n'est plus dans le collectif, mais on est dans l'individuel. Et l'individu qui apprend, apprendre, ça veut dire prendre. Enfin, étymologiquement, c'est ça. Prendre, on va prendre quelque chose. Et ce que chacun prend, c'est forcément différent, parce qu'on a tous des besoins différents et on a tous des manières d'apprendre qui sont différentes, qui sont complètement occultées dans un système d'enseignement. Alors j'ai l'air très dichotomique comme ça, en réalité, il y a des passerelles entre les deux. Mais apprendre, et j'essaye de l'illustrer avec quelques images ici, c'est un acte individuel, c'est un acte autonome, qui va puiser à de multiples sources et dans de multiples lieux. Alors voilà quelques illustrations. Hein. On peut apprendre, comme le petit garçon rate, là, tout seul, avec un bouquin. Mais on peut apprendre aussi, en bas à gauche, en discutant dans des situations de débat avec d'autres, des situations d'échange. On peut apprendre, comme l'image du milieu, en petits groupes. On peut apprendre par le faire, par la pratique.
Et c'est ce qu'on fait quand on fait de l'apprentissage. On peut apprendre en faisant des expériences, et puis on peut apprendre avec le corps. Et ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Et on peut apprendre en dehors de l'école. Et on apprend en dehors de l'école. Et puis, tout en haut, la photo en noir et blanc, je ne sais pas si vous la voyez bien, on peut apprendre quand quelqu'un nous enseigne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que l'enseignement ne devrait être qu'une des modalités de l'apprentissage. Mais c'est intéressant aussi l'enseignement. Moi, j'aime beaucoup m'asseoir dans une salle et puis écouter quelqu'un qui parle. Je ne sais pas si ça vous parle en ce moment. Mais, alors, je peux m'ennuyer, hein, mais en tout cas, c'est une des modalités, me semble-t-il, de l'apprentissage. Mais vous voyez que si on dit les choses comme ça, et si on part des apprentissages, ben ça nous oblige, ou ça nous obligera à repenser complètement les lieux de l'enseignement. Les lieux, mais aussi les temps de l'enseignement. Je crois qu'il faut toujours associer, quand on réfléchit aux espaces, l'apprentissage, il faut toujours associer du temps. C'est toujours de l'espace-temps. Je parlais tout à l'heure du petit Célestin Champion, là, qui n'a pas terminé son travail en français, qui aurait besoin de plus de temps et qui n'en a pas plus. Ça veut dire qu'il faut aussi penser autrement les temps d'apprentissage. Je vous donne deux exemples très brefs. Le premier, c'est issu d'un travail de terrain assez long que j'ai fait dans une école de São Paulo au Brésil, où je suis resté en immersion pendant longtemps. Et le premier jour où je suis rentré dans l'école, je vois des gamins qui se baladent dans les couloirs, qui rentrent dans une salle, qui sortent. J'étais un peu perdu, très perplexe, un peu perdu de voir ça. C'est seulement après que j'ai compris que c'était une école, enfin, je le savais avant d'y aller, que cette école avait adopté un modèle fondé sur l'apprentissage et que chaque enfant gérait son projet d'apprentissage. Donc, finalement, de se déplacer, de sortir, de rentrer dans une salle, d'arrêter de travailler parce qu'on est fatigué, d'aller dehors parce qu'on a envie d'être dehors pour travailler, ça faisait partie de l'organisation. Contrairement à des établissements scolaires plus classiques, hein, il y en a partout dans le monde. Au Brésil, là c'était un établissement atypique au Brésil. Le Brésil c'est comme la France, la plupart des établissements fonctionnent sur une autre logique. L'espace et le temps sont coupés, c'est-à-dire que le cours de récréation se remplit et se vide. C'est comme une pulsation, si vous voulez. Et le deuxième exemple, c'était alors très court travail de terrain dans un kindergarten en Allemagne, à l'équivalent de notre école maternelle, où là aussi je voyais des gamins qui rentraient, qui sortaient, qui étaient dans les couloirs, tout petits, hein, donc qui avaient finalement beaucoup d'autonomie, et parce qu'on était dans la même logique, hein, chaque enfant choisissait une partie de ses projets. Alors, je regarde l'heure, je me dépêche un petit peu. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en musique, penser cela? Je voudrais m'appuyer sur les travaux de Rosanne Bosch, qui est une architecte danoise, qui a conçu beaucoup d'écoles. Il y en a notamment une qui est assez fameuse, hein, c'est Vitra School Telefonplan, qui est une école de Stockholm, une école suédoise. Et Rosanne Bosch, alors je ne vais pas vous faire toute la généalogie de ce truc-là, mais elle est arrivée à identifier des types d'espaces d'apprentissage, ou plutôt. Alors c'est une architecte, mais elle a vraiment une réflexion pédagogique. Identifier des types d'apprentissage pour lesquels on pourrait produire des types d'espaces. Et ça a été repris sur le site Archiclass du ministère de l'Éducation nationale, qui est un site extrêmement intéressant par rapport à toutes ces réflexions sur l'organisation de l'espace. Donc c'est pour ça que vous l'avez là en français et pas en anglais, comme dans la version initiale. Les 6 types d'espace de Rosanne Bosch, c'est alors d'abord la scène. Qu'est-ce que c'est que la scène? C'est un espace de communication. Donc avec une personne face à un groupe qui va présenter un sujet. Ça peut être un espace d'enseignement aussi. Hein, voilà. Là, on est dans une situation de scène.
celui qui parle voit tout le monde, et ceux qui écoutent voient celui qui parle. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Voilà un type d'espace dont on a besoin. Deuxième type d'espace dont on a besoin, ce qui a été traduit par le feu de camp. Qu'est-ce que c'est que le feu de camp? C'est le lieu où on va avoir des apprentissages en petits groupes, hein, avec de la parole qui circule, donc des groupes de travail, hein, des travaux de groupe, apprentissage entre les pairs, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui est à mon avis un peu négligé dans le système éducatif. Donc pour ça, je vais dire que basiquement, on aurait besoin de tables rondes, hein, autour desquelles on va pouvoir s'installer. C'est peut-être ce que vous allez faire après, parce que je vois que l'espace a été pensé. Donc ça, ce serait la deuxième possibilité. Et puis la grotte ou le nid, dans certaines versions, là c'est quand j'ai besoin d'être tout seul. Alors, ça renvoie aussi à cette quête d'intimité, à ce problème d'intimité que j'évoquais tout à l'heure, mais le nid ou la grotte, c'est un petit coin, une petite niche où je vais pouvoir me replier avec un bouquin, avec un morceau de papier pour dessiner, pour écrire, ou tout simplement pour me reposer. Le laboratoire, le lieu du faire, hein, le laboratoire manipulé, expérimenté. Là, on va peut-être avoir des manipulations spécifiques, les enfants vont peut-être faire des constructions, etc. Le point d'eau, alors point d'eau ou oasis, alors ça c'est un lieu assez intéressant que Rosanne Bosch défend. Dans tous les établissements scolaires qu'elle a construits, il y a un certain nombre d'espaces un peu informels, de rencontres possibles, hein, de discussions possibles. On pourrait dire des couloirs, mais pas les couloirs qu'on a dans nos écoles. Hein. Vous savez, parfois ces grands couloirs rectilignes qui sont juste des tuyaux pour la circulation, mais des couloirs un peu larges avec des bancs. Bon, bref, des lieux de rencontre un peu informels. Elle défend un peu cette informalité. Et puis les sources. Les sources, ce serait la bibliothèque, la BCD, ou CDI maintenant, dans le secondaire. Là où on peut trouver de l'information. À partir de là, moi je me suis dit que vous pouvez peut-être... Alors ça, pardon, quelques photos, je passe très vite là-dessus, mais quelques photos de Vitra School Téléphone Plane et d'autres écoles conçues par Rosanne Bosch. Alors, ça m'embête parfois de montrer ces photos parce qu'on dit, ouais, c'est cher. C'est vrai que ça coûte relativement cher, ce sont des écoles privées, mais on peut faire des choses à l'économie. Bon, je vais vite là-dessus. Hein. Ouais, non, c'est pas pour vous faire rêver. Je savais qu'il fallait pas que je montre ces photos. Et donc à partir des travaux de Rosanne Bosch, parce que moi je trouve ça passionnant, mais je trouvais que ça ne recouvrait pas tout, et donc je fais finalement aujourd'hui une proposition avec 9 types d'espaces dans les écoles. Donc la scène pour communiquer, enseigner, présenter, le lit, le feu de camp. J'ai rajouté le forum pour débattre, hein, où on va avoir un grand espace où on va pouvoir débattre. C'est pas tout à fait travailler ensemble. Le labo pour les expériences, et je distinguerai le labo et l'atelier. Labo pour les expériences, atelier pour fabriquer et créer, les sources pour se documenter, mais aussi le stade pour bouger, le stade, tout ça c'est vocabulaire métaphorique, hein, et la rue qui serait justement l'oasis, on parlait tout à l'heure, je l'appelle la rue, mais le lieu où on va mettre le marché, rencontrer son voisin de palier et discuter 5 minutes. Alors, bon, j'en arrive malheureusement à cette vidéo, qui n'est plus une vidéo, que je voulais vous montrer. Donc c'est une vidéo très courte de 3 minutes, mais que vous pouvez retrouver facilement en ligne, hein, sur YouTube. Oui, sur YouTube. C'est une expérience, hein, donc c'est un reportage de la revue du SNUIPP Fenêtre sur Cours notamment. Non, je ne vais pas dire ça comme ça. C'est une expérience dans l'académie de Nancy-Metz, qui a été documentée par la revue Fenêtre sur Cours, dans une école maternelle de Maxéville, en Meurthe-et-Moselle, qui est l'école Saint-Exupéry.
Alors, dans la vidéo, on nous présente le dispositif qui est mis en place dans cette école. École, dans un quartier plutôt défavorisé, avec des enfants qui vont avoir pas mal de difficultés dans l'expression orale, qui manquent d'autonomie. Hein. Tout ça, c'est décrit dans la vidéo. Malheureusement, je ne peux pas faire ça. On pourrait vraiment le faire autrement. Donc, une école dans laquelle les enseignants décident, premièrement, de faire disparaître le groupe classe. Donc il n'y a plus la classe des tout petits, des moyens et des grands. Il n'y a plus de groupe classe. Et apparemment, on le voit dans la vidéo, ça ne semble pas du tout être un problème pour les enfants. Par contre, on peut imaginer que ce soit un problème pour les enseignants. Dans l'école, je vous parlais tout à l'heure de cette école en Auvergne dans laquelle je travaille justement, école primaire. Donc on essaye justement de dépasser le format classe. Et une des difficultés pour les enseignantes, hein, c'est de lâcher prise par rapport à leur petit groupe, leur classe, leur espace, puis leur groupe aussi. Ça, je vois bien, ce que vous voulez, mais je vois bien que c'est quelque chose de compliqué. On est habitué à cela. Donc, pour les enfants, c'est pas un problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de référent. Ça ne veut pas dire que les enfants n'ont pas de référent adulte. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas un enseignant qui serait dédié à leur groupe de petits, de moyens. Donc ça veut dire qu'il y a une hétérogénéité. Ça veut dire qu'un petit va être avec un grand ou un moyen ou un tout petit pour l'une ou l'autre des activités. Ce qui interdit finalement l'enseignement, puisque le simultané, ça ne fonctionne plus avec un écart aussi important. Vous savez mieux que moi, là, entre un tout petit et un grand de l'école maternelle. Ce qui apparaît aussi dans la vidéo, c'est un gain d'autonomie considérable des enfants. Et puis des dispositifs d'entraide qui se développent beaucoup dans l'école, hein, entre les enfants d'âge différents. Alors en gros, et malheureusement, je le répète, vous regarderez la vidéo et vous lirez le texte sur fenêtre ou sur cours, je vous donnerai... Non, je parle de ça. Le fonctionnement, si j'ai bien compris, parce que j'ai pris contact avec l'école dans la perspective d'aujourd'hui, mais je n'ai pas eu de retour, je pense que c'était à cause des vacances scolaires, c'est trois... alors, on appelle ça des modules, dans des pôles d'activité. 3 pôles d'activité obligatoires par journée et 4 pôles d'activité choisis par journée pour les enfants. Et ils vont choisir aussi l'ordre dans lequel ils vont aller dans tel ou tel pôle d'activité. Donc du genre un pôle langage, un pôle mathématiques, je ne sais pas si on dit mathématiques maternelle, de quoi je parle, un pôle créativité, etc. Et donc il y a à la fois l'obligatoire et puis le facultatif. Ce qui fait que dans cette école, et d'après ce que j'ai vu notamment sur la vidéo, on retrouve un peu ce que je disais tout à l'heure pour le kindergarten, pour l'école brésilienne, c'est des enfants qui vont gagner de l'autonomie, qui vont se déplacer, qui vont dans leur atelier. Et pour moi, c'est vraiment un exemple d'une pédagogie fondée sur les apprentissages et sur l'individu, avant que ce soit fondé sur le collectif. Bon, je passe là-dessus rapidement. Il va falloir que je termine presque. La question du corps, je vais vite là-dessus, mais on a une tradition scolaire de négation du dressage des corps, ce que j'appelle l'éducation assise. Hein. On est dans un système d'éducation assise, ce qui est extrêmement paradoxal quand on a affaire à des enfants et des adolescents, et tout ça a été codifié, hein, notamment, Vincent en parle beaucoup, par Jean-Baptiste de La Salle, en 1706, hein, la conduite des écoles chrétiennes. C'est un peu la matrice de la pratique scolaire. Hein. On ne va pas reprendre tout le texte, mais pour bien écrire, il est important d'être dans une situation commode et convenable. Il faut tenir le corps droit, un peu tourné vers le côté gauche. Bon, je passe.
Tout ça, c'est... Dans le dictionnaire de Buisson, dictionnaire de pédagogie de Buisson au début du XXe siècle, hein, on retrouve cette idée vraiment de l'immobilité. L'école, c'est le lieu de l'immobilité. Bien sûr, maternelle, il y a de la mobilité. Tout ça, c'est remis en cause aujourd'hui. Dans le bouquin Tiens-toi droit, alors donc c'est un bouquin qui a été fait par des spécialistes du corps, hein, par des kinés notamment, l'idée que le fait de se tenir droit, justement, c'est pas du tout ce qui réglerait les problèmes de santé. Contrairement à ce qu'on imagine. Puis alors moi, quand je vais dans des classes, je passe beaucoup de temps à photographier les enfants. Tout ce qu'ils sont capables de faire avec une chaise. Mais parfois c'est incroyable. Hein. Je dis, mais pourquoi des chaises, quoi? C'est-à-dire que, bon, et là c'est soft, hein. Mais j'en ai d'autres. Donc, je crois que la réflexion sur les assises, c'est une réflexion qui est importante et qu'on doit aujourd'hui, dans les écoles, multiplier les assises. Alors, ça vous parle peut-être, hein, quand on travaille en maternelle. Pour des élèves de collège ou de lycée, c'est beaucoup moins évident. J'étais hier en Bretagne pour causer, déjà. Et il y avait l'expérience d'une prof de lycée, une prof de lettres, qui dans sa salle a des poufs, des tables hautes pour pouvoir travailler debout, des tapis. Et elle me disait, c'est pas évident de légitimer mon travail en autorisant les élèves à travailler couchés. Et bon, Proust a écrit toute la recherche dans son livre. Et Kant a produit tout son savoir en marchant. Il a couché, il a assis, c'est peut-être pas ça qui importe. Voilà, ça c'est dans l'école brésilienne où j'avais travaillé. J'aime bien cette image parce que il y en a pratiquement pas deux qui ont la même posture. C'est-à-dire que là, il faut se faire comme ils veulent, mais voilà. Tous sont en train de travailler. Alors. La question des toilettes. Alors, bon, je vais très peu en parler. Parce que c'est une vraie question. En fait, quand on a pensé la forme scolaire, on a pensé les établissements scolaires, on les a pensés comme des machines à enseigner. Et on a complètement négligé 4 espaces qui sont ce qu'on appelle parfois les espaces interstitiels. Les cours de récréation, les couloirs, les cantines scolaires et les toilettes. C'est 4 espaces qu'on n'a pas pensé. Et je ne vais pas trop parler des toilettes, notamment parce que toilette en maternelle, c'est pas la même chose que toilette en élémentaire, en collège ou en lycée. C'est pas les mêmes problèmes et les mêmes problématiques. Mais en plus, il y a un très bon livre, je trouve, qui a été publié en 2023, à ma connaissance, le premier livre en français sur la question, qui s'appelle Les petits points à l'école, nos toilettes. Et tout le premier ou le deuxième chapitre est consacré aux toilettes en maternelle. Donc, je laisse ça de côté. Mais il y a un point qui est très intéressant, c'est que les toilettes, c'est possiblement le seul lieu d'intimité dans une école pour un élève. Sauf qu'en maternelle, c'est autre chose. Mais après, c'est le seul lieu d'intimité. Résultat, les élèves vont aux toilettes pour être tranquilles, pour faire des choses pas envie finalement que les adultes connaissent. Donc on utilise les toilettes pour autre chose que ce pourquoi elles sont prévues. Et, problème, on ne les utilise pas forcément pour ce pourquoi elles sont prévues. Selon les travaux de ma collègue Edith Marbuéjol, 8 enfants sur 10, à un moment donné de leur scolarité, ne vont pas aux toilettes dans leur établissement scolaire. Donc, je passe là-dessus et je dirais simplement, j'ai presque fini, 2 minutes, que
Je pense que, comme Paul Robin, pédagogue du 19e, début du 20e siècle, il faut penser l'éducation intégrale. Hein, c'est lui le porteur de l'éducation intégrale. C'est-à-dire qu'un enfant qui apprend, c'est pas seulement des facultés mentales, mais c'est aussi des qualités humaines, relationnelles, c'est aussi un corps, c'est aussi des émotions, c'est aussi un sens esthétique et c'est aussi une éthique. Et prendre l'enfant ou l'adolescent dans sa totalité, ça oblige aussi à repenser les espaces et les organisations spatiales. Ma dernière partie, c'était apprendre hors de la classe, que je vais l'évoquer très rapidement, mais d'abord dire que ça ne date pas d'hier. Célestin Freinet passait son temps dehors avec ses élèves. Edmond Blanc-Guermont, qui est beaucoup moins connu que Freinet, avait inventé la classe promenade. Il était inspecteur et il avait imposé ou proposé, je ne sais pas, à tous les enseignants de sa circonscription de sortir une demi-journée par semaine, d'aller dans la nature pour apprendre. Alors aujourd'hui, ça commence à être très documenté, la question de l'apprendre hors de la classe. Hein. L'année passée, on a eu les premières journées, les premières rencontres internationales de la classe dehors à Poitiers. C'était extrêmement intéressant. Donc il y a quelque chose qui se développe aujourd'hui. Il y a des travaux, et notamment Christelle Ferjou, qui était enseignante en maternelle, et qui a publié 2 bouquins. Mais surtout, moi je vous conseillerais d'abord de regarder la vidéo qui s'appelle « Il était un jardin », qu'on peut voir sur Vimeo, et qui est Christelle Ferjou et les enfants de maternelle dehors. Et puis aussi le bouquin « L'enfant dans la nature ». En fait, toutes les références, je pourrais vous les donner après selon les modalités que je vous présenterai. L'intérêt du dehors, il y en a plusieurs. Il y a d'abord la question de la collaboration. Les élèves vont collaborer dehors beaucoup plus facilement que dedans. Il y a la question de l'éveil aux enjeux environnementaux, qui est important aussi, et surtout importante aujourd'hui, plus qu'avant. Je ne vais pas développer sur la végétalisation, les projets de végétalisation du cours. Hein. Il faut savoir qu'un enfant de maternelle, alors c'est pas moi qui ai fait le calcul, je vous le soumets, mais passerait environ 260 heures par an dans la cour de récréation. 140 heures de récréation, et puis ceux qui restent toute la journée, 120 heures dans la pause quotidienne. Ce que j'ai vu. Donc, il y a ce bouquin-là aussi qui est important. Et puis, alors, il y a la question obsessionnelle, et je n'en veux à personne, la question du risque. Cette photo, je l'ai faite dans l'école brésilienne dans laquelle j'ai travaillé. Hein. Je sors dans la cour de récréation le premier jour, après la première surprise de voir des gamins un peu partout. Je sors, enfin, c'est pas une cour de récréation, mais une cour. Je sors parce que je vois des gamins partout dans les arbres. Ça a été. Puis je suis resté longtemps dans cette école et j'ai jamais vu un enfant tomber de l'arbre. Puis quelques temps après, ça m'a beaucoup intéressé parce que moi, quand j'étais enfant, je passais ma vie dans les arbres et je trouvais ça extrêmement agréable. J'ai commencé à lire un petit peu sur la question et en fait, on se rend compte que grimper dans les arbres, qui est une forme de prise de risque, c'est quelque chose qui permettrait de développer pas mal de capacités. Alors, je vous lis ça, hein, de résolution de problèmes, prise de décision, créativité, estime de soi, résilience. Tout ça, ça a été documenté, ce sont des travaux anglophones, mais tout ça, ça a été assez bien documenté. Et finalement, un des problèmes de la question du risque dans notre système éducatif, c'est que le risque est transformé en danger. Alors que le risque est indispensable pour apprendre. On n'apprend pas sans risque. Et la première chose qu'on apprend en prenant un risque quand on est tout petit, c'est à marcher. Et quand on apprend à marcher, si on ne prend pas le risque de tomber, on n'apprend jamais à marcher. Et donc, je crois qu'il y a vraiment une réflexion de notre système éducatif, dans notre système éducatif, à mener là-dessus. Alors, je sais bien pourquoi on n'amène pas cette réflexion, c'est que si on regarde le Code de l'éducation, article D321-12, je cite, « La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée. » Alors, est-ce que ça veut dire...
Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit jamais laisser les enfants prendre le moins? Je vous laisse la question avec un point d'interrogation. J'en ai terminé. Alors, mon adresse, en fait, c'est... Parce que pour vous donner la liste, si vous êtes intéressé par j'espère que je ne vais pas recevoir comme ça. J'ai peut-être fait une erreur. Mais bon, en tout cas, la liste des travaux sur lesquels je m'appuie. Voilà, merci. Je vois les têtes de mes collègues, alors je vous dis vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour le respect du temps, parce qu'on a parlé d'espace-temps, mais là c'est vraiment super génial. On va accueillir 3 nouvelles invités pour cette fin de conférence, qui vont nous proposer du coup des ressources qui existent. Alors là elles sont viles, mais on a regroupé des ressources qui ont été aussi préparées avec la mission maternelle de l'Éducation nationale, des ressources auxquelles vous pouvez recourir dès demain. Si vous êtes déjà en train de réfléchir à des aménagements d'espace dans vos écoles. Alors, ces 3 invités, je vais les laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Nathalie Collin, chargée de mission sur le pôle qualité de l'accueil et des pratiques professionnelles à la direction des familles et de la petite enfance. Et dans mes chantiers, je pilote un groupe sur l'investissement des espaces extérieurs avec l'ensemble des établissements. Et je ne remercierai jamais assez. Voilà, je ne remercierai jamais assez Isabelle Bouquet et Delphine Abel de m'avoir permis d'intégrer, de nous associer à ce beau projet qui est Cap Maternelle. Bonjour, moi je suis Christelle Anceau, je suis chef de la mission éducation inclusive à la direction des affaires scolaires. Bonjour, je suis Joséphine Bussière, je travaille à la direction des affaires scolaires également et je suis designer de service en architecture éducative inclusive. Alors je sais pas si on peut avoir la projection, non ça ne marche pas. Ah d'accord, ok. On va quand même du coup avancer. L'idée c'était d'une part, je pense que pour la majorité d'entre vous, vous connaissez le projet éducatif de territoire qui est coporté évidemment par la ville et par l'académie, notamment parmi les partenaires. Voilà. Et il y a une fiche qui s'engage à proposer des aménagements accessibles à tous les enfants donc dans les écoles parisiennes. Là, on n'est pas sur le sujet de l'accessibilité des bâtiments, on est vraiment sur des aménagements au sein de l'école, puisque c'est un objectif par ailleurs aussi de la ville de Paris dans le cadre de sa stratégie handicap et accessibilité universelle, que l'ensemble des services publics soient accessibles à chacun. Donc il y a une action spécifique qui est de mobiliser l'architecture au service d'action éducative qui concourt à la santé et au bien-être des enfants et des adolescents. Donc il y a différentes démarches qui ont été engagées, comme découvrir les initiatives, et elles sont nombreuses dans les écoles, pour partager ensuite les bonnes pratiques. Et je vous présenterai tout à l'heure un petit guide qu'on a élaboré et qui donne des pistes de réflexion ensuite à avoir en équipe. Je sais qu'il y a une démarche également au sein des crèches sur ce sujet-là. Il y a tout le sujet des espaces extérieurs et intérieurs, donc là c'est pareil, Joséphine et Nathalie vont aussi pouvoir vous en parler. Et puis particulièrement l'ouverture du centre ressources pour apprendre dehors, dont vous avez sans doute entendu parler. Pour reprendre un petit peu le contexte par rapport aux établissements petite enfance, de la direction des familles et de la petite enfance, on n'est pas très éloigné de tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. C'est que nous aussi, on est très concernés par ce sujet et dans un contexte de végétalisation et un peu aussi sur le modèle des cours Oasis. La BFPE s'est engagée sur un travail de réflexion autour du réaménagement et de l'investissement des espaces intérieurs, mais essentiellement extérieurs, et comment on travaille et comment on crée un nouvel accueil et de nouveaux dispositifs. Donc voilà, bien sûr que
Ce projet se rattache aussi à une finalité sur laquelle on a travaillé, qui est une réponse aux besoins des enfants conformément à la Charte nationale des enfants. Et on a tous bien compris, grâce aussi à des conférences qu'on a eues avec des chercheurs ou autres, que c'était extrêmement bon pour la santé de l'enfant, au sens large du terme. Donc, j'anime aussi, donc, je vous dis, vous preniez d'où cette fiche pédagogique, c'est que j'anime un réseau qui est le COPIL des éducateurs de jeunes enfants, puisque dans mes missions, je suis référente des éducateurs de jeunes enfants de la ville de Paris. Et on a conçu ce qu'on a appelé une fiche pédagogique sur l'investissement des espaces extérieurs. Donc là, je vous en fais une petite synthèse, mais vous pourrez la voir en document partagé. Donc pourquoi concevoir et développer des actions éducatives? Donc dans les objectifs, ce qui est ressorti, c'est permettre l'éveil de l'enfant à la nature et développer son sens de l'observation, son vocabulaire, ses expérimentations et bien sûr sa créativité, mais aussi pour stimuler sa motricité fine et globale. Donc c'est pas uniquement sortir dehors pour sortir dehors, mais c'est aussi penser son bien-être au sens large du terme. Quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est de proposer une évolution des pratiques et de favoriser l'investissement des espaces extérieurs tout au long de l'année. Et le deuxième enjeu est sur l'accompagnement des équipes et une réflexion autour de leurs pratiques et de l'évolution de ces pratiques, puisque voilà, c'est un beau projet, mais c'est pas simple non plus de penser cet accueil en extérieur comme ça, sans revoir un peu les pratiques d'accueil. L'autre point, c'était de réfléchir un petit peu sur la mise en œuvre. Donc, ce qui est ressorti vraiment de façon très synthétique, il est donc dans la mise en œuvre, en élaborant de nouvelles pratiques éducatives. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu, tout ce qu'on va travailler autour de comment on réfléchit ces nouvelles pratiques et ces dispositifs innovants. Le réaménagement des espaces, puisque forcément il va y avoir un enjeu matériel, il n'y a pas que le corps de l'enfant qui est en jeu, mais il va y avoir, comme disait d'ailleurs tout à l'heure Pascal Claire, il va y avoir aussi un enjeu matériel et immobilier, en pensant aussi les modalités d'organisation et la posture des professionnels. Voilà. Et enfin, en travaillant sur la collaboration avec les familles et l'implication des familles sur ce volet. Enfin, ce que je peux vous dire vraiment de façon synthétique sur cette fiche pédagogique, c'est qu'on a aussi un petit peu mis en avant les points de vigilance, mais je pense qu'ils ne seront peut-être pas très très éloignés des vôtres. C'est avoir du matériel et des espaces adaptés, respecter les règles de sécurité pour sécuriser à la fois les professionnels, mais aussi les enfants, sans que ce soit non plus trop enfermant. Nous, on nous a longtemps dit non, il ne faut pas que les enfants touchent la terre. Maintenant, on nous dit oui, c'est possible. Tant mieux, on saute sur l'occasion. Et puis diffuser les bonnes pratiques. Alors j'ai mis pratiques bonnes entre guillemets parce que si on reprend le terme de Winnicott, on est toujours dans quelque chose de suffisamment bon, mais on n'est jamais parfait. Notamment par le biais du COPIL, que je vous disais, puisque c'est un réseau que j'anime et qui balaye vraiment toutes les structures petite enfance, les 400 structures petite enfance de la ville de Paris. Et puis aussi par le biais des réseaux locaux, puisque ces éducateurs sont eux-mêmes animateurs de réseaux locaux selon leur circonscription. Voilà. Merci pour votre écoute. Et je vous apporterai, oui, à la fin, il y aura une salle où vous aurez des documents ressources. Voilà. Alors l'idée maintenant, c'est de vous présenter du coup le guide sur lequel on a travaillé avec l'académie et le service de l'école inclusive notamment. Donc il y avait vraiment une méthodologie participative avec des responsables éducatifs, des directeurs d'école. On est allé voir aussi des associations dont le Café Zoïde dans le 19e. Certains d'entre vous connaissent peut-être un café spécifiquement destiné aux enfants et aux jeunes. Et puis avec le soutien aussi des équipes mobiles d'appui à la scolarisation. Je pense que vous connaissez aussi ce dispositif, qui est un dispositif de l'Agence régionale de santé, qui vient soutenir les équipes dans les écoles, dans la classe et sur le temps périscolaire, pour l'accueil d'enfants en situation de handicap, où les équipes pourraient être en difficulté. Et le
petites fiches que je vais vous présenter là maintenant, en tout cas l'esprit de ces fiches, sont également portées par les EMASCO lorsqu'elles interviennent dans les écoles. Voilà. Notre parti pris, c'est que lorsqu'on travaille sur l'inclusion, on travaille pour tous les enfants. Tous les aménagements qui peuvent être faits bénéficient à chacun. Et là encore, ce qu'a évoqué Pascal Claire tout à l'heure, le fait de pouvoir s'isoler, c'est important pour un enfant qui a des besoins éducatifs particuliers, mais aussi pour tous les enfants, de choisir d'être en petit groupe plutôt qu'en grand groupe. Enfin voilà, on est sur cette logique où le bénéfice est vraiment pour chacun, et y compris par les adultes, pour les adultes, puisque réfléchir à tout cela en équipe, c'est aussi penser son organisation, ses modalités de fonctionnement, et donc ça fluidifie aussi les relations des uns et des autres, et ça facilite également beaucoup le travail auprès des enfants. Donc, évidemment, nous, on ne voit que des bénéfices. Ce qu'on retient donc, de ce travail collectif, c'est que les principaux points à prendre en compte pour les aménagements, c'est évidemment la clarté et la lisibilité des espaces. Alors, c'est des choses très simples, hein. C'est penser à ce qu'un espace soit désencombré, par exemple. Il y a aussi des affichages adaptés, une signalétique adaptée, qui soit facilement identifiable pour tous les enfants. Je pense à l'affichage, par exemple, dans les classes, où parfois il y a une profusion d'affiches, on ne sait même plus où regarder, d'autres qui sont peut-être un peu plus sobres. Enfin voilà, c'est aussi quelque chose à penser pour faciliter aussi la concentration des enfants, et je pense que vous avez des billes de ce côté-là. L'utilisation des pictogrammes bénéficie aussi à chacun, le fait d'avoir un planning de Claire affiché sous forme de dessin ou de photo. C'est utile pour les enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers, mais aussi pour tous les enfants. Et ça, évidemment, en maternelle, vous êtes familier de ce type de pratique. Sur la modularité, l'idéal, c'est évidemment d'avoir des mobiliers de différentes tailles et hauteurs. Alors, notre guide, là, il n'est pas spécifique maternelle, il s'adresse aussi à l'élémentaire. Donc voilà, d'avoir des différentes tailles de mobilier, qu'ils soient légers, transportables, puisqu'évidemment, toutes les écoles ont des configurations différentes, avec des locaux différents. Il n'y a pas forcément de l'espace pour installer des endroits, enfin des espaces fixes. Et parfois, voilà, il faut tout replier, tout réinstaller la prochaine fois. Néanmoins, dans les classes, c'est plus simple d'avoir des espaces plus fixes. Donc voilà, le fait de pouvoir installer des espaces temporaires, ça peut être intéressant. Et puis l'accès de ces espaces également. Par exemple, quand on installe un espace sensoriel, est-ce que l'enfant doit demander l'autorisation avant d'y aller, ou alors est-ce qu'on considère que lorsqu'il sent qu'il a besoin d'y aller, il n'y a pas forcément besoin de demander à un adulte, ou alors si il faut demander, mais l'adulte reste à une bonne distance, qui permet quand même de s'assurer de la sécurité de l'enfant tout en n'étant pas intrusif, et voilà, en restant à l'extérieur. Enfin, tout ça, c'est autant de réflexions à mener en équipe, et avec évidemment toute la dimension de la cohérence éducative entre le temps scolaire, le temps périscolaire. L'idéal, évidemment pour les enfants, c'est que ces règles soient communes au sein de l'espace école. Et le fait que parfois, quand on aménage un espace calme, ce ne soit pas l'espace de sanction où on va demander à l'enfant d'aller s'isoler. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent paraître évidentes quand je le dis comme ça, mais qui sont souvent dans l'implicite et pas si simples finalement, et c'est important de pouvoir expliciter tous ces éléments, donc voilà, susciter une réflexion en équipe. Nous, du côté des responsables éducatifs ville, il existe un guide pour des projets pédagogiques en accessibilité universelle, que je recommande évidemment de consulter, mais qui donne aussi voilà, tout un tas d'astuces et de choses auxquelles penser pour favoriser l'accessibilité. Alors là, l'idée, c'est pas de vous présenter toutes les fiches, j'ai qu'une version noir et blanc. Alors si, la dernière idée que j'ai pas développée, c'est un vrai grand mot, mais c'est que souvent, dans les écoles qui ont été visitées, ce dont on se rend compte, c'est que ces aménagements, ils ont été progressifs. Il y a eu des essais, les professionnels ont observé comment les enfants utilisaient les espaces, il y a eu des réajustements, de nouveaux essais, de nouveaux réajustements, et finalement, c'est aussi une réflexion permanente
que de s'assurer que ces espaces correspondent bien aux besoins des enfants. Alors là, je vous présente 3 fiches sur les 6 qui ont été élaborées. Donc on a prévu, il y a des fiches sur les espaces calmes, sur les espaces sensoriels, des espaces spécifiques sur les émotions, des espaces créatifs, des espaces moteurs, des espaces découvertes. Voilà, je vous présente les 3 premières. Et sinon, la totalité du guide est disponible alors, pour les rêves sur Paris Classe Numérique, dans l'espace documentaire Inclusion. J'imagine qu'après, c'est... Alors je sais que le service de l'école inclusive avait envoyé, mais c'était début juillet, à l'ensemble des directeurs d'école ce document, en recommandant également, sur un plan budgétaire, de solliciter aussi le CNR. Enfin, ça fait partie des projets qui peuvent être développés dans ce cadre-là. Donc vous pouvez avoir des budgets dans le cadre du CNR, mais il y a aussi pas mal d'astuces, un peu de système D, où on peut voir que parfois, avec des choses qu'on a sous la main, on peut quand même aménager des choses intéressantes. Voilà, même si ça n'empêche pas de prévoir quelques achats. Et puis après, il y a évidemment aussi les catalogues de la DASCO, où les rêves, en tout cas, peuvent commander du matériel plus spécifique, et c'est identifié comme tel dans le catalogue idéal. Alors, chaque fiche en fait, alors je me rends compte que c'est pas très lisible, mais en tout cas chaque fiche est organisée de la même manière. On indique à quel besoin des enfants correspond l'installation d'un tel espace. Donc c'est aussi intéressant de se dire, moi dans l'école j'ai tel ou tel enfant, ou le climat scolaire il a plutôt cette tendance-là, et du coup d'aménager aussi des espaces en lien avec ce que vous avez observé des besoins. Ce qu'on recommande également, c'est les différentes possibilités pour installer un espace calme. Là, en l'occurrence, évidemment, c'est que ce ne soit pas sur un lieu de passage. Je dis ça parce qu'on a pu voir des espaces, par exemple, sur le lieu qui mène au réfectoire. Donc forcément, si un enfant a besoin d'y aller sur ce temps-là, il y aura du bruit. C'est compliqué de prévoir une isolation. Donc du coup, on donne aussi des astuces. Ça peut être dans l'espace lecture. Toutes les écoles sont équipées d'un espace lecture. Ça peut être dans un petit coin, dans une alcôve, dans un recoin. Il y a moyen aussi d'installer des tentes, des plis et replis selon l'utilisation de l'espace. Ça peut être aussi, parce qu'on sait que ça existe, que parfois le bureau du directeur, il sert aussi de... Ça, c'est un peu calme, le bureau du rêve. Donc voilà, il y a pas mal d'idées qui sont proposées. Ce qui est important, en tout cas, c'est que l'espace calme soit fermé. Donc ça peut être des tipis, il y a plein de choses. C'est important également de penser à la lumière de cet espace, que ça puisse être une lumière douce, tamisée. Si la pièce où il est installé est assez grande, il peut y avoir des paravents. Donc il y a pas mal d'astuces qui sont proposées. On développe également, donc on donne des conseils sur le matériel, mais on parle aussi du positionnement de l'adulte. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, à quelle distance l'adulte se positionne, est-ce qu'il faut lui demander l'autorisation avant ou pas pour aller dans cet espace, est-ce que si on se dit... on donne des recommandations également sur la manière de communiquer auprès des enfants autour de cet espace. Évidemment, c'est être le plus serein et posé possible, parce que si on en parle de manière un peu énervée, forcément, il va y avoir des informations un peu contradictoires. Je vous dis parce que c'est pas évident, on est pris dans le flot d'avoir des enfants autour, on se dit, ce serait pas mal que je propose à un tel peut-être dans cet espace s'il en a envie, et puis on n'a pas forcément le bon recul pour le dire de la manière dont on voudrait le dire, et ça sort pas de la manière dont on voudrait, donc ça aussi c'est important de pouvoir en parler en équipe et d'en échanger. Et puis ce qu'on dit également sur les espaces calmes, c'est que ce sont aussi des espaces qui peuvent servir à de la médiation. Il y a de plus en plus de formations à la médiation par les pairs dans les écoles, des choses de ce type-là. Et donc ces espaces peuvent aussi être utilisés pour ça. La prochaine fiche que je voulais vous présenter, donc c'est l'espace sensoriel.
Voilà, donc là aussi ça répond à un certain nombre de besoins. Alors, pour les enfants, pour des besoins particuliers ou pas, hein, mais c'est aller dans cet espace, c'est une manière de se recentrer, d'aller manipuler des choses qu'on ne trouve pas forcément à d'autres endroits. Ouais. Oui, c'est ça, mon temps de parole est écoulé. Voilà, je vais essayer d'aller vite, effectivement, j'ai pas du tout contrôlé mon temps de parole. Bon, voilà. Donc voilà, les espaces sensoriels, on est sur quelque chose qui, par définition, touche au sens. Alors, ce qu'on dit néanmoins, c'est que pour certains enfants, stimuler plusieurs sens en même temps, ça peut être compliqué. Donc, par exemple, un enfant avec un trouble du spectre autistique, ça peut être compliqué pour lui de gérer plusieurs stimulations en même temps. Donc là aussi, c'est votre connaissance des besoins de l'enfant qui va permettre de savoir s'il a plutôt besoin de lumière douce, de choses à observer, ou bien s'il a besoin plutôt de choses à toucher, à malaxer pour essayer de se recentrer, de retrouver son calme. Enfin, voilà, ces espaces ne sont pas sans lien avec les besoins des enfants qui y sont accueillis. Donc là, c'est pareil, on donne des petites recommandations de matériel à prévoir sur le positionnement et le rôle de l'adulte, avec par exemple l'importance de bien vérifier le bon fonctionnement du matériel régulièrement, la manière d'aider l'enfant à découvrir ou pas cet espace. Donc voilà, et puis on donne aussi des idées pour les utiliser de manière un peu différente. A priori, l'espace sensoriel, souvent, les enfants y vont seuls, mais ça peut être aussi une occasion d'aller y faire une activité, mais dans ce cas, bien expliquer ce qu'on va y faire. Et voilà, donc c'est un espace intéressant de ce point de vue-là. Et puis le troisième espace, je suis vraiment désolée que vous ne voyez pas grand-chose. Alors, vous voyez, il y a des photos à chaque fois, et on a mis l'école où ces photos ont été prises. Et ce qu'on recommande évidemment, si vous en avez la possibilité, c'est aussi d'aller visiter ces écoles pour pouvoir aller voir comment les professionnels ont mis en place ces espaces. Donc l'idée, c'est d'apprendre à identifier ces émotions. Et donc ça, c'est valable aussi bien pour la maternelle que pour l'élémentaire. Hein. L'élémentaire, parfois, c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir. Voilà, je ne vais peut-être pas développer plus que ça, mais c'est pareil, ça peut être mis en place dans n'importe quel type d'espace, ça peut être un moment temporaire. Il y a des écoles qui ont développé une infirmerie d'émotions avec les gros nounours, par exemple, où ça peut faire du bien d'aller se réconforter auprès de lui. L'importance que ce qui est proposé à l'intérieur soit accessible aux enfants avec les paillettes et ça en matériel, enfin, vous êtes familier avec ce genre de choses. Et là aussi, le rôle de l'adulte, les coups d'activité qu'il met en place pour aider l'enfant à identifier, à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Voilà, donc je le redis, donc les règles y ont accès sur Paris Classe Numérique dans l'espace documentaire inclusion. Les directeurs d'école qui étaient là l'année dernière, normalement, l'ont reçu, et pour toute personne nouvelle, je pense que les règles peuvent vous transmettre, ça fera partie des documents qu'on enverra. Merci. Il me semble, oui, on avait juste mis des exemples, ce qui se fait déjà dans certaines de vos capes maternelles, notamment à l'Itré, d'Acti et Saint-Germain d'Auxerrois, donc on sait que c'est déjà des aménagements que vous mettez en place. Juste une dernière partie en ressources sur l'apprendre dehors. Par curiosité, combien d'entre vous font déjà classe ou école dehors? Okay. Bon, c'est pas mal. Pour ceux et celles qui ont envie de se lancer, ou ceux qui le font déjà, mais qui ont envie d'approfondir leur démarche, donc l'Académie de Paris et la Ville de Paris ont lancé un centre de ressources qui s'appelle École dehors, mais peut-être que vous communiquez plus sur classe dehors, en tout cas c'est le même projet. Pour ceux et celles qui ne sont pas forcément au courant, apprendre dehors, ça a des bienfaits... D'accord, comme ça, c'est mieux comme ça. Pardon. Donc sur les bienfaits au niveau psychique, physique, apprendre dehors, ça a des vrais bienfaits à tous les niveaux, pour l'enfant dès le plus jeune âge, mais aussi pour les adultes qui passent de moins en moins de temps dehors. Il y a eu des rapports, notamment l'UNICEF, qui a communiqué sur le sujet, donc vous pourrez prendre plus de temps pour regarder, mais vraiment à tous les niveaux, apprendre dehors et passer plus de temps dehors, c'est bénéfique.
Vous avez peut-être été destinataire pour les professionnels côté éducation nationale à l'automne dernier d'une enquête pour savoir parmi vous combien font déjà classe dehors. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà beaucoup à le faire, et notamment 2 tiers qui le font assez régulièrement puisque c'est 1 fois par semaine, et les 2 tiers dans un square ou dans un parc. D'ailleurs, je crois qu'il y a l'école Moscou, je ne sais pas si vous êtes présente, mais qui a déjà, je vois Chloé de mémoire, qui a déjà profité du lieu dont je vais vous parler après. Ah, vous les lisez pas. Alors, 191 classes, c'est du déclaratif, hein, donc c'est sûrement plus. 191 classes sont déjà classes dehors, ce qui représente un peu plus de 3700 élèves. Donc 2 tiers parmi ces 191 classes en font au moins 1 fois par semaine, c'est plus. Et toujours parmi ces 191 classes, 2 tiers dans un square ou dans un parc avoisinant l'école. J'ai toutes les écoles qui appartiennent à la faire, alors je sais. J'ai 10 écoles à faire. Ce que je disais, des pratiques déjà existantes, vous êtes déjà, parmi certains d'entre vous le font déjà, mais on sait que sur tous les temps de l'enfant, c'est fait. Et donc l'école dehors, qu'est-ce que c'est? On a pensé comme un centre de ressources qui est destination de tous les professionnels, donc à la fois côté éducation nationale et à la fois côté ville de Paris, et donc sur tous les temps de l'enfant. L'école dehors, c'est d'abord des lieux, donc notamment on parlait du Square des Donettes, donc il y a un lieu qui a ouvert, je pense que vous avez eu l'information, et si vous ne l'avez pas, demandez-la auprès d'Alexandre Ribaud, qui est le chargé de mission classe d'or à l'Académie de Paris. C'est un lieu où les classes passent 1 à 3 jours par semaine en immersion, et l'idée c'est que vous êtes accompagné par Alexandre Ribaud, qui est un ancien enseignant, qui est maintenant détaché de l'Académie de Paris, et qui vous accueille pour tester qu'est-ce que c'est l'apprendre dehors, on parlait de posture de l'enseignant, donc aussi travailler les apprentissages, comment on fait des mathématiques dehors, comment on fait du langage dehors, oral, écrit. Et il y a d'autres lieux qui vont s'ouvrir. On a un projet aussi au Bois de Vincennes et peut-être aussi au Square Kellerman dans le 13e arrondissement, l'idée étant aussi de mailler tout le territoire parisien. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a déjà plein de classes qui ont demandé, mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir aussi profiter de ce temps d'immersion qui est, comme je l'ai dit, 1 à 3 jours par semaine. On préfère 3 jours par semaine pour vraiment avoir cette immersion. Également des ressources, donc il y a déjà l'Académie du climat que vous connaissez sûrement, et l'idée c'est aussi de vous proposer un parcours éducatif pour vous accompagner dans votre pratique de classe dehors, ou d'apprendre dehors, des acteurs, donc la ville bien sûr, l'Académie aussi, des associations, et un comité scientifique. L'idée c'est d'avoir une recherche-action où on peut asseoir aussi tout ce qu'on fait, une recherche scientifique pour voir tous les gains en termes de bénéfices. On en parlait, il y a eu beaucoup de recherches au niveau international, mais même au niveau français. Bon voilà, ça je vous en ai parlé, des exemples de pratiques, mais je vous laisse le temps de regarder, on vous enverra un PowerPoint. Et sinon les ressources, donc sans attendre de pouvoir profiter de ce lieu au Square des Donettes, vous avez la ville de Paris, il y a déjà plein de choses, dont le guide pratique qui a été réalisé Académie de Paris et Ville de Paris. Vous avez un peu le modus operandi de comment faire école dehors, c'est-à-dire qui prévenir, où faire classe dehors, dans quel type d'activité, quel matériel est nécessaire pour pouvoir aller dehors. Alors vous ne voyez pas, mais des ressources pédagogiques, c'est des liens vers des Padlet d'ailleurs de l'Éducation nationale, avec plein de ressources sur des propositions d'activités, des liens vers des recherches scientifiques, si le sujet vous intéresse. Des vidéos, une conférence d'un inspecteur de l'Éducation nationale à l'Aude qui a beaucoup développé un programme sur la classe dehors, et témoignage du NACEM, de la ville de Paris, de l'école Bollard dans le 19e, si ma mémoire est bonne. Et aussi, je vous ai pas mis des liens de plein de réseaux que vous connaissez sur Et je laisse la parole. Juste pour compléter dans les ressources, et là plutôt côté petite enfance, ce sur quoi on a travaillé, ou en tous les cas on a élaboré des choses. Donc il y a un document sur les principales plantes et fleurs coupées toxiques qui vous sera envoyé ultérieurement avec le PowerPoint, parce que là j'avais pas le lien. Mais du coup qui décompose toutes les plantes qui ne sont pas accessibles pour les enfants, et ce qui n'est pas bon pour la petite enfance n'est pas bon pour les enfants après non plus. Je vous ai mis également un livret élaboré par le département de la Seine-Saint-Denis
qui est une boîte à idées d'activités. C'est très pratico-pratique, mais je vous l'ai mis parce que ça a beaucoup, enfin nos professionnels de terrain, pour certaines, se sont beaucoup appuyés pour alimenter et enrichir cette expérience et cette volonté d'être plus dehors et d'investir ces espaces extérieurs autrement. Donc voilà, et à la fois c'est des choses que vous faites sûrement tous, et voilà, et à la fois ça permet de se rappeler que c'est possible. Donc par contre via Intra-Paris, donc là pour les agents ville et... D'accord, ok, donc il y aura d'accord, ok. Il y a le guide des bonnes pratiques sur du développement durable de 2017, je vous ai mis le lien. Et je vous ai mis comment y aller. Donc il faut se référer à ce qui sera indiqué en deuxième partie, qui est la fiche 6 sur le verdissement et le jardinage. Donc là, qui est une fiche plutôt technique sur vraiment le rapport à la nature et comment on concrétise des projets en lien avec la faune et la flore. Et puis il y a un petit vadémécum qui est l'apprenti jardinier bio, voilà, donc qui peut être très utile. Et enfin, je vous ai mis le lien pour la fiche pédagogique que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est beaucoup plus détaillée et qui peut être un support, puisque ce qui se construit pour nos petits peut être adaptable pour vos plus grands et vous donner des idées en tous les cas. Donc voilà, et tout ça commence dès le plus jeune âge, donc le sujet n'était pas complètement à côté. Merci. Allez, une dernière slide, oui, c'est la dernière. Sur les prochains rendez-vous pour l'école à vos agendas, le 21 mars, donc avec Alexandre Ribaud, le chargé de mission, on organise à l'Académie du Climat un rendez-vous. Si vous voulez rencontrer des pairs qui font déjà classe dehors, il y aura aussi des interventions, je crois. Donc n'hésitez pas à noter la date. La semaine francophone de la classe dehors à Paris, vous avez déjà peut-être entendu cette semaine, mais c'est une semaine où on vous invitera à sortir largement, à vous inscrire dans l'idée de vous comptabiliser pour donner à voir l'ampleur du mouvement. Et nos adresses mail, donc mon adresse mail est celle d'Alexandre, donc on est Binôme Académie, Ville de Paris, si vous voulez avoir des infos et suivre le projet. Voilà, merci. Merci beaucoup et vous avez tenu jusqu'à en plus, vraiment on est à 3 minutes de la fin. Immense merci à toutes et tous de votre participation à cet après-midi. Je dois vous dire que je suis très intéressée par vos retours. Moi je demande toujours aux rêves qui sont là comment ça s'est passé pour les équipes. Mais du coup c'est une demande que je me permets de faire aussi aux directeurs d'école qui sont présents. Parce que c'est un format qu'on n'avait pas encore pu expérimenter, ce format avec des tours d'atelier. Donc je suis vraiment intéressée, on est toutes intéressées pour avoir votre retour. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que c'était utile de votre point de vue? Je voulais remercier immensément Pascal Claire de sa présentation et de sa présence. Et je voulais vous dire aussi qu'on a fait une captation du coup de cette conférence grâce à Laurent Bourgogne, que je remercie beaucoup, qui est souvent là qui est destiné aux invités cap maternelle uniquement, on ne va pas le balancer sur le web comme ça, mais qui permet du coup aux absents de pouvoir visionner la conférence et à vous aussi de la regarder à nouveau si vous le souhaitez. Il me reste à vous remercier encore et à vous souhaiter une très bonne fin de journée et à vous dire à la prochaine conférence cap maternelle le 3